très bien. Oui, c'est bon, docteur, ça va. On vous capte. Oui, oui. Alors, merci beaucoup, chers collègues et chers participants. Bienvenue à cette session de webinaire de ce jour qui, en fait, rentre dans le cadre de la réalisation de nos messes de chaque vendredi à propos de la prévention et contrôle des infections. Aujourd'hui, nous allons parler sur un autre sujet très important qui est intitulé les toilettes, réservoirs de superbactéries. Alors, en attendant que notre orateur du jour se prépare, moi qui vous parle, c'est Dr Gaylor Banyawa. Je vais donc euh, assurer je vais faire la modération. Je joue le rôle du modérateur de la session d'aujourd'hui. Et nous allons encore accueillir le professeur Andy Boulaboula pour nous faire sa présentation. Oui, j'espère que la fois passée, j'avais présenté le professeur Andy Boulaboula à tout le monde, mais peut-être pour ceux qui viennent d'arriver, on va devoir le refaire pour avoir un peu une idée par rapport à qui va nous présenter aujourd'hui. Alors, le professeur Andy Boulaboula, est-ce que vous êtes déjà prêt? Ah oui, je vois que vous avez déjà lancé Affirmatif. vous avez déjà lancé la présentation, mais permettez-moi juste de placer quelques mots. Je vais placer quelques mots. Peut-être vous pouvez arrêter de partager l'écran. Je place quelques mots et puis je vais vous revenir pour vous accorder la parole. D'accord. Oui, merci beaucoup, professeur. Donc, je disais que le professeur Andy Boulaboula, pour ceux qui viennent pour la première fois peut-être, ou qui ne le connaissent pas, il est actuellement chercheur au laboratoire de stratégie mondiale à York University et Université d'Ottawa au Canada, et un poste qu'il a pris tout récemment en quittant au fait l'unité de PCI au quartier général de Africa CDC. Il est en outre professeur associé à l'Université catholique de Goma, l'Université catholique La Sapienza de Goma et à l'école de santé publique de Kinshasa. Il est également fondateur de IPC Academy Online, qui est en fait une plateforme enregistrée au Canada, une plateforme très importante qui permet aux uns aux autres d'apprendre davantage par rapport à la prévention et contrôle des infections. Oui, c'est ainsi la petite présentation, la brève présentation du professeur Andy Boulaboula. Pour nous autres, nous allons peut-être le faire au fur et à mesure que nous naviguons dans la session de ce jour. Avant de poser la question, on peut glisser une petite présentation. Oui, en attendant qu'on entre dans le vif du sujet, je ne sais pas si vous voyez l'écran que je viens de partager. Sinon, Oui, je c'est tenais bon. juste je tenais juste à informer ou alors à rappeler aux uns aux autres participants, chers collègues, à cette session, que nous sommes au fait en train de célébrer la semaine, nous sommes à la semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques. C'est en fait une semaine qui se célèbre chaque année, du 18 au 24 novembre. Et pour cette année 2025, le thème est intitulé Agissez maintenant, protéger notre présent et sécuriser notre avenir. Cette semaine a pour objectif au fait de sensibiliser les professionnels de santé ainsi que le public, parce que tous deux sont acteurs dans l'utilisation des antibiotiques. Et on sensibilise tous deux sur une importance à l'usage judiciaire des antibiotiques pour lutter contre la résistance antimicrobienne, qui est en fait une menace pour la santé publique. Et l'objectif est d'encourager les bonnes pratiques pour préserver l'efficacité de nos antibiotiques et ainsi préserver les générations futures. Concrètement, nous avons le rôle de sensibiliser à la résistance aux antibiotiques et promouvoir un usage responsable. C'est comme je le disais euh, tantôt, une utilisation inappropriée
des antibiotiques contribue à l'émergence au fait de la résistance antimicrobienne. Euh, Ainsi, je voulais rappeler qu'il est important de suivre scrupuleusement les prescriptions médicales et de ne pas utiliser d'antibiotiques sans ordonnance, de ne pas les partager afin de préserver leur efficacité. C'est sous ces tons-là que peut-être je vais devoir accorder la parole au professeur Andy Boulaboula pour nous faire la présentation et euh, peut-être je voulais aussi rappeler la règle d'or pour permettre aux uns aux autres d'être vraiment concentrés, d'avoir une attention particulière. Nous pouvons garder nos micros off et aussi, dans la mesure du possible, fermer la caméra pour améliorer la bande passante. Et ainsi, je souhaite un bon suivi et une attention particulière à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, professeur Andy Boulaboula, vous avez la parole. Merci, docteur Gaylor. Bon après-midi chez vous. Bonjour. C'est un plaisir de revenir sur cette plateforme pour échanger sur un sujet important, mais qui va se concentrer sur le thème les toilettes, réservoir des superbactéries. Ça va faire trois mots-clés: les toilettes, une structure importante qu'on utilise chaque jour pour nos besoins physiologiques, mais aussi pour notre hygiène personnelle, hygiène communautaire. Réservoir, entendez le milieu ou l'environnement où vivent les microbes, se reproduisent et d'où ils partent pour se transmettre d'un hôte à l'autre. Les superbactéries, elles sont déjà bactéries et deviennent superbactéries tout simplement parce qu'elles deviennent résistantes à un antimicrobien ou à plusieurs. Et cela par l'entremise ou l'enjeu de plusieurs mécanismes. Et aujourd'hui, on va peut-être s'appesantir sur l'un de ces mécanismes de résistance aux antimicrobiens, la production des enzymes. Et on va probablement s'arrêter sur une classe importante, les carbapénémases. Et les carbapénémases, comme vous l'entendez, c'est une enzyme ou un groupe d'enzymes qui rendent inefficaces les carbapénèmes. Eux-mêmes sont des antibiotiques, notamment de dernier recours en ce qui concerne le traitement des infections sévères. On va aussi brosser un tout petit peu la classification d'Ambler qui donne ici la classification des carbapénémases, notamment en trois classes importantes. La classe A, par exemple, qui est la classe des carapénémases acérines, la classe B, appelée encore métallobêta-lactamase. Pourquoi? Parce que cette classe nécessite le zinc pour être actif. Et vous avez la classe C, pardon, la classe D, qui est plutôt la classe des oxacylinases, dans lesquelles vous avez notamment Oxa 48, Oxa 23, Oxa 58, qu'on retrouve dans plusieurs bactéries, notamment chez les Acinetobacter baumannii. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi il n'y a pas de classe C? Bon, le classe C, ce ne sont pas des carbapénémases dans cette classification d'Ambler. La classe C représente plutôt les céphalosporinases, qui ne sont pas le sujet de cette présentation. Alors, cette présentation est basée essentiellement sur l'enquête publiée par Aalborg University Hospital du Danemark, qui vient de sortir ce papier très récemment. Et ça se concentre justement sur les toilettes. C'est une enquête qui a été réalisée en 450 jours. Et cette enquête a permis de prendre des écouvillons au niveau rectal des patients de manière continue
et des échantillons pris au niveau ou prélevés au niveau des surfaces environnementales, inclus ici des toilettes, reins et d'autres surfaces. Alors, pourquoi ce webinaire? Quels sont les objectifs de ce webinaire? Essentiellement, comprendre comment les toilettes peuvent devenir des réservoirs des entérobactérales productrices des carbapenémases. En abréviation ici, EPC. Et donc, expliquer les mécanismes de transmission, dont l'aérosolisation. Entendez tout simplement, c'est ce processus par lequel euh, une substance liquide se transforme en aérosol, dans ce nuage des particules de faible densité et de faible diamètre, et qui peut se suspendre dans l'air, justement à cause de cette faiblesse de la densité. Le troisième point, c'est plutôt interpréter les résultats de cette étude euh, de Aalborg University Hospital et quelle est l'importance de ces résultats par rapport aux praticiens dans le domaine de prévention et contrôle des infections. Au quatrième point, on devrait apprendre à identifier des mesures pratiques de prévention et contrôle des infections pour réduire le risque de transmission de ces superbactéries. Tenez, lorsque vous entendez superbactéries, rappelez-vous qu'il s'agit là des bactéries réellement résistantes à plusieurs antimicrobiens. Et dans ce cas d'espèce, on va parler des carbapenémases. Donc, on est vraiment en train de détruire les derniers recours par rapport aux antibiotiques disponibles. Et enfin, on devrait sensibiliser les équipes à des conduites à adopter pour éviter, n'est-ce pas, des complications dues à ces infections. Alors, quand on parle d'entérobactérales productrices de carbapenémase, de quoi parle-t-on? Évidemment, ces entérobactérales produisent des carbapenémases, ces enzymes qui rendent les carbapenèmes inefficaces. Pourquoi cela est important? Il faut savoir que les infections à bactéries produisant les carbapenémases sont parmi les plus difficiles à traiter. Et donc, lorsque vous avez un patient infecté par l'une des bactéries productrices de carbapenémase, il y a tout un pronostic déjà engagé. Vous avez une probabilité très faible de vous en sortir et surtout si vous n'avez pas d'antibiotiques de bonne qualité, de qualité optimale. Et ça vient avec énormément de complications organiques. Et ça va entraîner aussi, ça aura une implication dans la façon d'y répondre, c'est-à-dire par rapport à la prévention et contrôle des infections, ça va permettre d'utiliser plusieurs ressources. Et donc, vous avez des précautions, des contacts et autres. Vous avez des ressources de désinfection, notamment des désinfectants de certaines classes. Et ça vient avec beaucoup d'autres toxicités. Bref, c'est un paquet d'interventions avec ses risques, avec son pourcentage d'efficacité, mais la toxicité sur le plan organique, sur le plan environnemental, reste aussi importante. Donc, c'est pas que l'infection du patient, mais ça va exposer les autres patients, ça va exposer l'environnement et c'est des problèmes qui vont se succéder. Alors, il y a une transmission silencieuse dans l'environnement qui crée des foyers persistants. Vous allez voir dans cette étude que réellement, il y a eu persistance de ces superbactéries dans l'environnement et que les prélèvements qui ont commencé bien avant que les patients soient infectés, pardon, que les patients soient infectés, ont démontré que sur plusieurs mois, il y a eu déjà des échantillons environnementaux positifs aux gènes produisant, n'est-ce pas, des carbapenémases.
aux gènes codant pour la production, pardon, de carbapénémase, notamment chez les entérobactérales. Et le cas d'espèce de cette étude, on va se concentrer sur Klebsiella oxytoca. Alors, le cas du NDM1. NDM veut tout simplement dire New Delhi métallobêta-lactamase 1. Pourquoi New Delhi? Parce que cette enzyme a été identifiée pour la première fois en Inde. Aujourd'hui, c'est répandu partout dans le monde. Mais la première fois, cela a été détecté en Inde. Et si on doit décortiquer un peu, et donc revenir sur la classification d'Ambler des carbapénémases, New Delhi métallobêta-lactamase fait partie de la classe B d'Ambler et nécessite le zinc pour être actif. C'est une enzyme de résistance, en tout cas très puissante, et elle est aussi transmissible via les plasmicides, les plasmides. Les plasmides ici représentant une petite particule de matériel génétique, notamment l'ADN bactérien. Alors, dans cette étude, toutes les souches qui ont été identifiées, que ce soit dans les prélèvements des échantillons au niveau des patients ou au niveau des surfaces dans des toilettes, portaient le NDM1, donc le gène NDM1, ce qui a permis d'établir le lien génétique entre les pathogènes identifiés au niveau des patients et ceux-là identifiés au niveau de l'environnement. Donc, on a retrouvé un lien génétique. Donc, ceci indique tout simplement que les bactéries appartenaient probablement à la même lignée et qu'une transmission environnementale via les toilettes était plausible. D'où ici, encore un élément important dans la capacité des microbiologies ou des laboratoires de microbiologie, le séquençage du génome entier. Hein, lorsque vous avez cette capacité, vous pouvez identifier et tracer, en tout cas, la transmission des germes et de manière très précise, permettre de planifier le traitement, de planifier la désinfection environnementale, ainsi de suite. Alors, cette étude a été réalisée à l'unité de chirurgie gastrique de l'hôpital Aalborg au Danemark. Et les surfaces environnementales qui ont été prélevées incluaient ici 13 chambres, 10 douches-toilettes, et on a mentionné comme ligne d'intervention un nettoyage bicotidien et on a martelé sur un élément important, en tout cas pour les praticiens ici, 2 toilettes sans couvercle. Et je vais m'arrêter une seconde pour que vous réalisiez ce que je suis en train de dire. Vous avez 13 chambres, vous avez 10 douches-toilettes. Déjà, il y a discordance dans les nombres des toilettes et des douches et des chambres. Et en plus de cela, vous avez 2 toilettes sans couvercle. Ça indique quoi? Cela signifie qu'il y a une forte densité en termes d'utilisateurs de ces toilettes. Donc, vous n'avez pas des toilettes individuelles ici. Il y a plusieurs personnes qui utilisent une seule toilette. Premier élément. Deuxième élément, vous avez un nettoyage bicotidien, c'est-à-dire il y a euh, un intervalle de temps qui est très long entre 2 utilisations des toilettes. OK, on ne nettoie pas immédiatement, mais on nettoie 2 fois par jour. Pardon. Et vous avez 2 toilettes sans couvercle. J'insiste sur ça parce que l'image à votre droite montre ici l'effet de chasser de l'eau dans cette cuve sans couverture, sans couvrir avec le couvercle. Vous avez des aérosols, en anglais on parle de toilet plum,
Et ça, c'est un nuage d'aérosols, un nuage de microparticules, évidemment chargé des microbes, chargé des matières fécales et chargé des particules liquides aussi, hein. Là, vous avez autant 2,8 secondes, c'est encore peu important, jusqu'à 4,4 secondes. Ça commence vraiment à arriver plus haut. Et à la 6e seconde, les particules sont pratiquement partout et peuvent atteindre dans cette étude, en tout cas, jusqu'à 1,5-2 mètres de hauteur, sans parler du dépôt de ces particules au niveau d'autres surfaces horizontales. OK? L'image à droite, c'est une expérience scientifique par l'équipe du professeur Grimaldi à l'Université de Colorado aux États-Unis. J'ai juste pris cette image pour corréler un peu avec ce que les autres ont trouvé. Donc, c'est un phénomène connu que la chasse eau dans la toilette génère des particules et d'aérosols qui vont monter très haut dans la toilette et occuper plusieurs surfaces environnementales dans la toilette. Mais qu'est-ce que cette étude des Danois, donc au Danemark, apporte de plus? C'est l'identification précise de ce que contient ces aérosols, notamment tirer la sonnette d'alarme sur la composition de ce qui est dedans. Ce ne sont pas que des particules microbiennes, mais elles sont de surcroît résistantes au carbapénème. Les carbapénèmes qui constituent aujourd'hui l'arme de dernier recours dans la prise en charge des infections multirésistantes. C'est pour dire, si nous utilisons des toilettes publiques dans nos aéroports, nos ports, même nos maisons, nos universités, etc., et qu'on ne prenne pas soin de manière collective de couvrir la cuvette de la toilette, lorsqu'on chasse, on tire la chasse-eau, il est évident qu'on va créer une colonisation par des germes multirésistants et notamment des entérobactérales productrices de carbapenémase et donc exposées non seulement au niveau individuel, mais au niveau communautaire en général, parce qu'on va ramener les mêmes habits, on va ramener nos colons qui sont déjà colonisés par ces germes dans nos maisons et donc très très bien contaminer les surfaces dans nos maisons et exposer les plus vulnérables, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes de troisième âge et ceux qui peuvent se trouver dans des situations d'immunodépression de quelque nature, euh, corticothérapie, cancer, diabète, infection à VIH, etc., ou COVID-19, c'est des choses qui vont entraîner une suite des conséquences plutôt morbides et une mortalité très élevée. Il faut qu'on se le dise. Donc, cette diapositive est très importante pour mettre réellement au clair tous ces éléments qui vous permettent de comprendre le danger d'un geste banal, plutôt simple, couvrir la cuvette avant de chasser l'eau. Ça vous protégerait, en tout cas, ça réduirait significativement ce nuage d'aérosols chargé de particules potentiellement contaminées, euh, des germes dangereux. OK? Alors, c'est ici, j'aime bien dire ça, c'est ici que l'histoire devient intéressante. La configuration et le design
des toilettes ont joué un rôle clé. À IPC Academy Online, nous avons des étudiants qui vont voir le cours d'architecture des hôpitaux et l'aménagement des espaces de soins. Ils vont apprendre tous ces éléments, tous ces concepts. Ici, pour moi, l'opportunité de définir et de différencier ce que c'est la configuration et ce que c'est le design des toilettes. En parlant de configuration, on veut s'appesantir sur la distribution dans l'espace des unités fonctionnelles architecturales euh, sur un terrain donné. Où est-ce qu'on doit placer les toilettes par rapport aux autres unités fonctionnelles dans un hôpital? Où est-ce qu'on doit placer les toilettes par rapport aux zones considérées infectieuses ou dangereuses dans un hôpital de terrain, de brousse, etc. La configuration, où on place l'unité appelée toilette, la salle. C'est la configuration. Le design, c'est la structure de la toilette elle-même. La cuvette, comment on l'a conçue, quels sont les éléments biophysiques de cette cuvette, quels sont les éléments des courants hydriques dans cette toilette, quelle est la force qui permet à l'eau et quelle est la pression générée, quelle est l'importance de la turbulence créée par la chasse d'eau dans cette toilette. Ça, c'est les éléments, ce sont les éléments du design. C'est donc deux concepts différents. Le premier concept, la configuration, c'est plus dans la distribution, l'emplacement de l'unité appelée toilette. Le design, c'est l'outil lui-même, la cuvette, comment elle est construite, comment elle a été manufacturée, comment elle va enjancer les différents facteurs biophysiques euh, qui vont intervenir. OK? Au Japon, ils ont même des toilettes qui chauffent à des degrés, à des températures très, très élevées pour espérer détruire et donc stériliser tout le contenu lorsqu'on chasse, on chasse l'eau. Voilà. Je vais devoir avancer. C'est quoi en fait le problème ici? Les toilettes sont souvent ignorées comme réservoirs. On ne se dit pas de manière consciente que les toilettes sont réellement des réservoirs des pathogènes multirésistants aux antimicrobiens. Et pourtant, dans la littérature récente, les éviers et les drains ont reçu beaucoup d'attention dans leur rôle dans la transmission des pathogènes multirésistants. Les toilettes, beaucoup moins, malgré un potentiel d'aérosolisation important. Et je viens de brosser en quelques lignes le rôle euh, que ça peut jouer dans l'aérosolisation. En parlant d'aérosolisation, peut-être vous êtes tous bien parfumés, vous comprenez c'est quoi le parfum. Vous appuyez sur le petit bouton, on aime bien le dire de manière euphémique, le spray. Donc, vous appuyez sur la bombe du parfum et vous avez un spray. C'est un nuage de microparticules qui sentent bon. Mais dans ce cas des toilettes, c'est une histoire différente. C'est un nuage d'aérosols chargé de bactéries et potentiellement multirésistantes, des matières fécales aussi. Évidemment, la senteur n'est pas la même que le parfum. Mais pourquoi j'amène ici l'idée du parfum? C'est pour que vous puissiez vous représenter, peut-être que je dois rentrer, de manière plutôt abstraite. Ici, vous avez peut-être mon pointeur. Je vais prendre mon pointeur. Voilà. Ce que vous voyez là, c'est ça. C'est ça le spray. C'est ça, en fait, le nuage d'aérosol. Le parfum joue ou produit pratiquement la même chose lorsque vous vous pulvérisez le parfum.
vous mettez du parfum, c'est ce qui sort de votre bombe, de votre flacon du parfum. OK? Alors, c'était pour l'introduction, pour asseoir, en fait, ce qu'on va devoir couvrir par rapport à cette étude et donner une idée un peu plus claire. Alors, la méthodologie, qu'est-ce qui a été utilisé? C'est un dépistage. Good morning. I'm in a meeting, please. Just go. Give me a second. Oui, et professeur, ça tout va bien? Oui, ça va très bien. Je m'excuse. Mes enfants viennent de se réveiller, alors ils sont venus tous dans ma chambre. Je m'excuse pour cette interruption. Alors, pour la méthodologie, euh, l'enquête s'est passée sur 450 jours. Et donc, vous avez là un dépistage hebdomadaire des patients et on a pu enregistrer jusqu'à 950 patients testés. Quand je dis testés, en fait, je fais référence à des échouillons pris ou prélevés au niveau rectal de ces patients. Et ça a été fait de manière continue sur les 450 jours. Et donc, ces prélèvements-là vont rencontrer les prélèvements environnementaux qui aussi vont couvrir des surfaces dans des toilettes, vont couvrir des draps et d'autres surfaces. Un autre élément important, c'est que ces échantillons ont subi plutôt un séquençage génomique pour établir les liens entre les différentes souches bactériennes. Et on va détailler ce que cela a donné. Peut-être une petite précision sur la méthodologie dans cette étude. Les échantillons environnementaux ont été prélevés pratiquement 9 mois après qu'on ait commencé la collecte des données et d'échantillons au niveau des patients. Donc, les prélèvements environnementaux, on peut considérer ça comme une deuxième phase dans cette étude. Les patients, eux, donnaient leurs échantillons de manière continue depuis bien longtemps, mais les prélèvements environnementaux ont intervenu plusieurs mois après qu'on ait commencé le prélèvement chez les patients. Alors, la chronologie, c'est ça que je venais de donner un peu là. Donc, prélèvement hebdomadaire chez les patients chaque lundi. Hmm. Et la première infection, du moins la première colonisation, donc le premier échantillon positif a été obtenu au jour 63, hein, depuis le début de l'enquête. Et pour les échantillons au niveau de l'environnement, notamment les toilettes ici, les échantillons réalisés à quelques dates clés. Vous avez le premier jour, donc J1, J133, J290, J324 et J457. Mais il faut souligner que déjà au premier jour du prélèvement des échantillons environnementaux, il y avait des résultats positifs. Et en ce moment-là, on n'avait pas encore de patients colonisés. Il n'y avait pas encore de patients colonisés. Notez bien la temporalité ici. L'environnement était déjà positif bien avant qu'on ait des résultats positifs chez les patients. OK? Donc, la contamination des toilettes précède les cas chez les patients, soutenant une transmission toilette-patient
plutôt qu'un inverse. Alors, les résultats environnementaux. Ce qui a été trouvé, les 10 toilettes ont ramené aussi le citrobactère Fundi, porteur du gène NDM1, et qui donc signifiait, indiquait une épidémie préexistante qui a attiré moins d'attention. Et 3 toilettes ont rapporté Klebsiella oxytocca avec séquence T2 NDM1 génétiquement distincte. Donc, chaque toilette avait son propre sous-clade ou sa propre souche. L'élément de persistance, comme je l'ai annoncé déjà au début, des clones retrouvés sur plusieurs mois malgré le nettoyage. OK? Il y avait persistance dans la nature, dans l'environnement, des clones résistants malgré le nettoyage. Et ici, on va ramener certains éléments, certains concepts comme le biofilm, qui reste très difficile à nettoyer et à désinfecter. L'aérosolisation reste donc un mécanisme clé, hein, dans ce phénomène étudié au Danemark. Donc, lors de la chasse, il y a un nuage de micro-gouttelettes, hein, entre les plantes, qui se dispersent. Et pourquoi c'est essentiel? Particulièrement problématique quand il n'y a pas de couvercle. Voilà. Aérosolisation, c'est problématique, évidemment, parce que on n'a pas couvert cette cuvette avant de chasser et on a ce nuage d'aérosols, des micro-gouttelettes qui se répandent autour de nous et retenez, si ça peut aller à 1,5 m, 2 mètres au-dessus de la cuve ou de la cuvette, évidemment, vous avez ça sur votre visage, dans vos cheveux, vos perruques, sur vos habits. Vous sortez parfumé, cravate ou c'est pas quoi, mais vous avez c'est cet aérosol sur vous et finalement, vous vous promenez avec un nuage de microbes multirésistants. Peut transporter, en fait, l'aérosolation peut transporter des bactéries du bol, de la cuvette, de la toilette, vers les surfaces et vers les utilisateurs. C'est ce que je venais de dire tantôt. Donc, la toilette 2, sans couvercle, est celle qui a transmis à... Il y a un micro qui est ouvert. Oui, s'il vous plaît, professeur, permettez-moi de- d'intervenir et demander à notre collègue Christophe Ngourou, s'il vous plaît, de fermer votre micro si possible. Cher Christophe Ngourou, pouvez-vous mettre votre micro en off? Cher collègue Christophe, si vous nous entendez, vous pouvez mettre le micro en off. Je ne sais pas si l'ingénieur Tezangi peut le faire à distance, il peut nous assister. Ah, merci beaucoup. Monsieur Christophe Ngourou a mis son micro en off. Je voulais aussi profiter pour dire, chers collègues, qu'on va mettre un lien pour l'évaluation de la session. Donc, nous serons vraiment ravis d'avoir vos feedbacks en termes d'informations par rapport à l'évaluation de notre session de ce jour. Merci beaucoup. Cher professeur, poursuivez. À vous la parole. Merci, Dr. Gaylor. On va parler des biofilms de manière vraiment très brève. Les biofilms, c'est finalement des réservoirs invisibles. Mais c'est quoi les biofilms? De manière simple, on définirait les biofilms comme des communautés microbiennes avec une très bonne sociologie microbienne, une communication des messagers et des capacités à sécréter, à produire suffisamment de substances pour se couvrir, se protéger et pour s'attacher sur des surfaces. Et les biofilms ont pour rôle, évidemment, de créer ce dôme au-dessus de leur communauté pour empêcher l'agression extérieure. Et l'agression extérieure, entendez les éléments de détergent qui viennent avec le nettoyage, au savon, les éléments de désinfection, donc des désinfectants. Et comme vous le savez,
On ne peut rien désinfecter si on n'a pas bien nettoyé. Un nettoyage minutieux et efficace permettra une désinfection et pour d'autres instruments, au-delà de la désinfection haute ou basse, la stérilisation. Ces concepts sont enseignés ou ont été déjà présentés notamment par mon cher ami et confrère Dr Valérie dans d'autres présentations sur SCPCI. On a eu le temps d'y revenir aussi plusieurs fois dans ces séries de présentations sur cette plateforme. Alors, que suggère cette étude? Les toilettes 1, 2 et 3 abritaient probablement des biofilms profonds contenant des souches NDM1. Donc, il y a un lien direct avec la persistance sur 450 jours dans l'environnement lui-même de ces toilettes. Alors, concordance génétique. Les analyses par séquençage du génome entier, le mot est sorti en anglais, entire, ok, entier, euh, montrent que la toilette 1 utilisée par le patient A, toilette 2, patient B, C et D, toilette 3, aucun patient n'a été relié, mais on a trouvé un clone distinct. L'interprétation ici, c'est la preuve, tout simplement, la plus forte. Ce n'est pas une coïncidence. Les toilettes ont colonisé les patients. OK? Les toilettes ont été la source de ces pathogènes qui ont colonisé les patients. Peut-être ces petits schémas, vous pouvez aussi les retrouver dans l'article. Ma première diapositive met la référence entière de l'article en anglais. C'est open access, vous pouvez le télécharger et le lire tranquillement à la maison et voir ces éléments de manière plus proche, plus près, et donc interpréter ce qui est dessus. Mais c'est tout simplement pour vous montrer ce que le séquençage a pu faire dans ces différents prélèvements au niveau rectal pour les patients et au niveau des surfaces environnementales pour les toilettes et relier les patients aux différentes toilettes par rapport à la similitude génétique qui a été retrouvée par rapport aux pathogènes et aux clones identifiés. Aucun patient n'était présent en même temps. Donc, ces patients n'ont jamais été admis à l'hôpital de manière simultanée. Il y a eu 4 patients et ils n'ont jamais séjourné à l'hôpital au même moment. Conclusion, la transmission environnement-patient et non patient à patient. On n'a pas eu une transmission interhumaine, mais on a eu une transmission environnement-patient. Alors ici, c'est un argument de taille pour confirmer, n'est-ce pas, la présence de ces germes multirésistants dans l'environnement et du rôle que joue l'environnement dans la transmission. Et donc ici, c'est un réservoir. L'isolement, par exemple, là, je parle maintenant des interventions qui ont été mises en œuvre. On a isolé les patients qui ont présenté des échouillons positifs et porteurs d'entérobactérales productrices de carapénémase. Isolement, l'utilisation des chambres individuelles. Il y a eu aussi renforcement et utilisation des blouses et gants pour les soins, un nettoyage renforcé après la sortie des patients. La désinfection par aérosol de peroxyde d'hydrogène, donc H2O2, pièce par pièce, et désinfection complète du service. Dépistage hebdomadaire des entérobactérales productrices de carapénémase, plus dépistage des contacts. Ça, c'est des actions importantes à faire. Vous vous rendez compte? On isole d'abord la source. La personne identifiée comme porteuse, on l'a isolée. Ensuite, pour soigner cette personne, on doit aussi se protéger. Au-delà des précautions standards, il y aura aussi des précautions de contact. Ensuite, on va identifier les désinfectants qui est le plus efficace selon les ressources ici.
Et on prend ici le peroxyde d'hydrogène et quelle méthodologie, quelle technique on va aérosoliser. Pourquoi? Parce qu'aussi, il y a ce nuage d'aérosol, ce toilette plum qui est aérosolisé. Et donc, on doit aérosoliser aussi le peroxyde d'hydrogène pour être capable d'atteindre toutes les surfaces et ce qui est resté suspendu dans l'air. Et on poursuit le dépistage hebdomadaire et le dépistage des contacts pour mettre aussi le paquet d'interventions approprié par rapport à cela. Vous avez encore un nettoyage et une désinfection qui, pour eux, ont été biquotidiens. Vous verrez dans les autres recommandations, on va dire plutôt de faire un peu plus que biquotidien. Et puis, il faut soutenir l'équipe PCI. Il faut une rééducation du personnel, comme on a de le faire maintenant. Vous pouvez le faire en cascade aussi, dans vos structures, dans votre communauté, pour permettre de réduire ces genres de problèmes. Chez moi, à la maison, ça c'est connu hein, de tout le monde et des enfants. On ne chasse pas l'eau sans couvrir la cuvette. Ça, c'est comme ça. Donc, il faut ramener ces bonnes informations là où vous vivez, mais aussi dans vos lieux de travail, parce que les microbes, vous pouvez les ramener de l'hôpital à la maison et de la maison dans des fêtes, des cérémonies, et c'est tout le monde qui est exposé. Quelles sont les recommandations avancées? Ici, pour réduire le risque, il faut ajouter des couvercles à toutes les toilettes, bien sûr. Et l'instruction en rouge et en gras, fermez avant de tirer la chasse. Il faut couvrir la cuvette. Nettoyage ciblant les biofilms. Vous avez des produits adaptés. Et là, je vous envoie lire. Il y a toute une liste et des techniques appropriées. Pour ceux qui veulent apprendre plus, il y a des cours que nous donnons ailleurs. Vous pouvez vous inscrire et apprendre. Ou sinon, on peut vous donner aussi des ressources qui sont disponibles en ligne que vous pouvez explorer pour apprendre un peu plus sur les biofilms. La surveillance environnementale régulière, elle est importante. Si vous ne surveillez pas, vous ne saurez pas quel est votre état de base et quel est votre état d'endémie ou état d'épidémie. Sans surveillance, vous ne saurez pas. Et une surveillance qui n'est pas suivie d'action, c'est une perte de temps, perte de ressources et j'aime ajouter perte de vies humaines. D'accord? Parce que ce qui pouvait être prévenu ne l'a pas été parce qu'on ne sait pas qu'il y a eu un problème. Il faut aussi renforcer la conception des installations sanitaires. On revient à la configuration et au design. Ce sont des éléments architecturaux des hôpitaux, mais qui vont se répercuter aussi sur les différentes unités dans l'hôpital, notamment les toilettes ou les sanitaires. Ajouter éventuellement des lumières ultraviolettes, hein, des surfaces antimicrobiennes, des toilettes anti-flammes, donc anti-aérosol. Ici, c'est essentiellement les couvercles, il faut les couvrir la cuvette. Et j'ai mis en encadré l'UVC. Dis-moi, c'est quoi? C'est du chinois? Non. En fait, c'est la lumière ultraviolette avec une longueur d'onde de 200 à 280 nanomètres qui est classée comme ayant un fort pouvoir germicide ou ici microbicide, utilisé pour désinfecter l'air et les surfaces. Et le rôle ici ou l'action, c'est endommager l'ADN ou l'ARN des microbes. OK? Vous avez comme ça des lumières ultraviolettes A, B, C et C comporte une longueur d'onde de 200 à 280 et a déjà démontré son pouvoir microbicide en agissant sur le génome des microbes. L'autre encadré, c'est pour vous dire, adapter ces interventions selon vos ressources locales. Le contexte est important. Connaître ce qui se passe de manière théorique et scientifique dans le monde reste essentiel, mais savoir adapter ces connaissances de pointe à votre contexte reste capital. C'est donc ici votre capacité à comprendre essentiellement les éléments de base
qui va vous permettre à adapter ce qui est enseigné et mettre en place des mesures efficaces qui répondent à vos besoins et, n'est-ce pas, à votre poche, donc vos ressources. Si vous n'avez pas la capacité ultraviolette, vous pouvez avoir accès au nettoyage, eau et savon, et ensuite à des désinfectants. C'est plus accessible qu'une technologie de pointe qui coûterait plus cher. Donc là encore, il faut comprendre les choses bien pour être capable de les traduire sur terrain. Alors, les leçons pour la PCI. Principe clé à retenir, les réservoirs invisibles existent. L'eau et les installations sanitaires sont des zones critiques. Le séquençage est une arme puissante pour les enquêtes épidémiologiques, bien sûr. Le design des toilettes est une mesure de prévention et contrôle des infections. Pardon. L'éducation des patients reste indispensable. Voilà. Donc, la prévention passe aussi par une meilleure compréhension des environnements hospitaliers. Dernière slide. C'est vraiment des questions pour vous permettre de discuter entre vous, chez vous, dans vos équipes, et pourquoi pas dans cette séance. Quels défis rencontrez-vous dans votre propre structure concernant les toilettes, concernant les salles de bain et concernant les draps? Mesdames et messieurs, voici comment je termine cette présentation de ce jour. Je vous remercie pour votre attention. Et comme d'habitude, je continue à faire la promotion de cette plateforme qui met à votre disposition des formations certifiées à moindre coût pour permettre à un plus grand nombre de gens d'être formés de manière correcte. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. Dr. Gaylor, c'était mes derniers slides. Merci. Oui, merci beaucoup, professeur. Peut-être vous n'allez pas arrêter de partager la présentation et garder la, l'avant-dernière diapositive pour que certaines personnes, au fur et à mesure qu'on va évoluer, puissent peut-être répondre à cette question importante que vous avez posée. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation qui a été concise et enrichissante et qui est basée sur les résultats au fait d'une enquête qui a démontré le rôle joué par les toilettes dans la transmission des micro-organismes responsables de fois de la résistance antimicrobienne par des mécanismes bien présentés ici. Merci encore pour les mesures à prendre. J'espère que nous allons peut-être commencer à les appliquer chez nous à la maison et des différentes recommandations, dont la plus importante serait de couvrir la cuvette, la cuve de la toilette avant de chasser de l'eau. Parce qu'il se fait que même chez nous à la maison, nous avons des brosses à dents. Donc, nous avons toujours des douches et toilettes combinées. Et du coup, nous avons nos brosses à dents dans cette même pièce et nous venons nous-mêmes de découvrir ce que ça représente. Ce que ces nuages, en fait, d'aérosols peuvent jouer comme rôle sur notre santé à nous. Donc, je sais qu'il y aura peut-être beaucoup de questions, beaucoup d'interventions. J'ai déjà vu des mains levées, mais avant que je n'accorde la parole, j'aimerais peut-être insister sur le fait on ne saura pas prendre. Bon, je ne sais pas, ça dépend. Mais s'il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interventions, on ne pourra pas prendre le tout pour nous permettre de gagner le temps. Vous avez suivi que le professeur venait, les enfants venaient de se réveiller, ils viennent de se réveiller chez eux. Donc, après, ici, probablement qu'il y a du travail à faire. On pourra lui donner aussi le temps, on pourra les libérer pour aller vaquer à ses autres occupations qui sont inscrites sur son programme de ce jour. Donc, à présent, je vois juste une main qui est levée et c'est la main de Louise Forte. Oui, chère Louise Forte, vous avez la parole et après vous, ça va être Maïloud Ndiaye. Chère Louise Forte, à vous la parole. Bonjour, bonjour à tous. Je me présente, je suis le professeur Luis Fortes. Je suis du Sénégal et je suis spécialisée en infectiologie. Je suis professeur
en infectiologie et également en hygiène hospitalière depuis 3 ans. Donc, c'est une thématique vraiment qui m'intéresse et pour moi, c'est tout un plaisir aujourd'hui d'avoir suivi cette présentation. En général, les heures ne coïncident pas, c'est assez difficile de libérer le temps. Mais aujourd'hui, je suis tombée sur cette présentation et je voudrais féliciter mon collègue hein, pour sa présentation qui était simple et très compréhensible. Je vais juste répondre rapidement aux questions. Dans nos hôpitaux, je pense que la première remarque, c'est que les cuvettes de toilette n'ont plus de couvercle. Donc ça, c'est la première des choses. Et j'avais juste une question pour le professeur. C'était par rapport au prélèvement de l'environnement. Quand on veut faire un prélèvement de l'environnement, comment se fait le choix? C'était vraiment ça ma question. Les toilettes sont lavées, sont entretenues comment? Avec de l'eau, du détergent et parfois des désinfectants. Et quand c'est des désinfectants, c'est du chlore. C'est de l'eau chlorée et parfois de l'eau chlorée qui est plus que diluée, donc a priori inefficace. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Louise Fortes. Et merci de m'avoir appris aussi comment on prononce votre nom. Gratitude en tout cas pour la façon dont vous avez abordé votre question, en commençant par répondre d'abord à la question qui a été posée. Je vais peut-être recommander aux autres qui vont venir après vous de faire de la sorte. Oui, cher professeur, la question du professeur Louise Fortes, si vous avez une réponse, un commentaire, on peut y aller. Oui, docteur Gaylor, merci. Merci au professeur Luis Fortes. C'est déjà un plaisir de savoir que vous êtes sur cette plateforme. J'ai déjà lu vos travaux de publication et de recherche. C'est très intéressant. Donc, je suis honoré de voir que vous avez pu participer à cette présentation. Merci pour la question et le commentaire qui va avec. Donc, vos toilettes ou les cuvettes des toilettes dans vos structures n'ont déjà pas de couvercle. Donc là, cette présentation tombe à point nommé pour dire il y a vraiment des dangers. Est-ce que c'est possible d'intervenir en commençant par modifier cet état des choses et donc réduire la transmission? Alors, le prélèvement de l'échantillon ou des échantillons au niveau des surfaces environnementales dans les toilettes, ça reste vraiment un peu comme une expédition de pêche. C'est pas toujours très sûr où on va trouver, mais il est d'emblée donc recommandé d'en faire autant que possible. Euh, Par rapport à l'étude du Colorado, de l'Université de Colorado, à Boulder, publiée par Grimaldi, vous allez voir que ces nuages d'aérosols vont jusqu'à 2 mètres au-dessus de la cuvette des toilettes et puis ça va se répandre aussi de manière horizontale. Alors ici, l'hypothèse serait que ces surfaces, toutes ces surfaces, le plafond inclus et les murs environnantes ou environnants, pardon, ont euh, une portion de ces aérosols qui se sont déposés sur ces surfaces environnementales et donc chargés des matières fécales et des microbes chargés d'un certain inoculum microbien qui pourrait être prélevé par des écouvillons. Voilà. En général, les surfaces, on va prélever les surfaces les plus touchées. On va prélever par exemple l'intérieur de la cuvette, on va prélever par exemple le mur immédiatement adjacent, le sol éclaboussé. On va probablement aussi prélever l'assise de toilette, la chasse elle-même, la poignée. Ça, c'est en général, hein. Mais sinon, comme je viens de le dire, c'est très souvent comme une expédition de pêche. On n'est pas toujours très sûr de ce que ça va donner. Alors, on recommande d'en prendre autant que possible. Voilà. Euh, Certainement, ça ne donne pas une réponse complète, mais voilà ce que je peux dire là maintenant. Voilà. Oui, merci beaucoup, professeur, pour cette réponse. Oui, j'essayais de jeter un coup d'œil dans les chats. J'ai vu
certaines questions ou bien propositions de collègues. Et je voulais rassurer M. Guy Makinga que la présentation pourra être partagée dans le groupe WhatsApp, permettre à tout le monde d'y avoir accès. Oui, je vois aussi certains collègues se présenter à travers des messages dans les chats. Peut-être qu'ils n'auront pas la chance d'avoir la parole pour le faire. Je recommande à tout le monde de faire autant. Et pour les mains qui sont restées élevées, on peut y revenir. Donc, après Maïloud Ndiaye, nous allons prendre M. Joseph Ilanga et après, ce sera le tour de Dr. Valérie Chilombo. Monsieur Maïloud Ndiaye, à vous la parole. Bonjour, merci pour ça. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment avec beaucoup de joie que je retrouve aussi notre cher professeur Louis Fortes qui abat un travail extraordinaire au niveau du Sénégal. Et encore professeur, chapeau. Et juste pour vous dire que, comme vient de le dire le professeur, moi c'est Maïloud Ndiaye, excusez-moi, je me suis pas encore fait. C'est Maïloud Ndiaye, responsable de l'unité centrale de l'association de l'hôpital principal de Dakar, et spécialiste aussi en stérilisation et conseil aussi dans ce domaine. Et c'est le problème majeur actuellement dans nos hôpitaux, parce que nous constatons que les drains déviés, les chiffons en paix et les zones d'éclaboussure abritent et propagent souvent des bactéries à gram négatif multirésistantes telles que les Pseudomonas, les Klebsiella pneumoniae et les Escherichia coli. Et donc, depuis des décennies, malgré les protocoles de nettoyage, des désinfectants, les techniques, les modules traditionnels, nous avons toujours du mal à éliminer donc ces risques. Et aujourd'hui, nous constatons que cette géométrie complexe de l'évier, l'explosion constante même des déchets organiques et ses multiples utilisations nous donnent vraiment des fils à tout. Nous avons vraiment beaucoup de difficultés par rapport à la modestie de certains moyens qui sont limités au niveau de certaines structures. C'est vraiment des problèmes. Et je crois que, comme vient de le dire le professeur, ça, c'est un problème qu'on néglige généralement, mais qui nécessite un travail de titan à faire pour éviter cette infections au niveau des services de santé. Parce que les éviers, les circuits d'eau que nous avons ne correspondent pas en réalité avec les structures des hôpitaux réels. C'est-à-dire, on ne tient pas compte que, comme il vient de dire, avec les systèmes d'aérosоlisation, c'est vraiment beaucoup de difficultés que les gens parviennent à mettre du matériel adéquat qui répondent vraiment même aux exigences d'une structure hospitalière. Et je pense que les gens aussi devraient penser là-dessus, certains problèmes. Et ma question maintenant, peut-être, professeur, au-delà donc de ces... Donc, qu'est-ce qu'on... malgré donc toutes les mesures et tout ce que nous avons dit, ou en tout cas entendu aujourd'hui, quelles solutions proposez-vous concernant même la configuration ou l'existence même des lavabos que nous avons au niveau des cités, d'autant plus que nous savons que ça ne répond pas aux normes adéquates au niveau des cités sanitaires. Monsieur Maïloud Ndiaye, vous avez fini? Oui, c'est bon. Ah, ok, merci. Merci beaucoup pour votre intervention et pour la question. Avant d'accorder la parole au professeur Andy Boulaboula pour les éléments de réponse, j'aimerais signaler que dans les chats, on a demandé la référence. C'est la professeure Louise Fortes qui a demandé la référence par rapport à l'article. Peut-être qu'on pourra la partager également dans les groupes WhatsApp. Je ne sais pas si professeur Fortes est dans le groupe WhatsApp. On va chercher par quel moyen vous faire parvenir cela. Le professeur Andy Boulaboula, les éléments de réponse pour la question de M. Maëlou Tiaye. Ok, je parlais sans ouvrir mon micro. En fait, merci, hein, chers collègues, c'est des éléments importants. Déjà, les modifications structurales restent très compliquées dans nos régions parce que ça signifierait il faut casser beaucoup et reprendre à zéro, ce qui est presque
impossible à faire pour la plupart des pays ou des régions. Alors, je vais parler dans ce contexte des ressources limitées. On va donc améliorer plutôt les pratiques que les structures d'emblée. Ceux-là qui peuvent le faire, ils peuvent construire les toilettes différemment. Ils peuvent aussi remplacer les éviers et les robinets pour guider le courant d'eau du robinet vers la fossette et vers la cuve pour réduire les éclaboussures et le jet d'eau de la cuve vers l'utilisateur. Et pour les toilettes, permettre les toilettes ou les cuvettes avec un mécanisme d'aspiration, c'est-à-dire retenir le maximum possible du contenu de la cuvette dans la cuvette et vers le bas, donc vers le drain, et ne pas créer une forte turbulence dans la cuvette qui va générer une forte production du nuage d'aérosol et donc l'élément dangereux ici qui va propulser à l'extérieur les particules, donc les micro-gouttelettes chargées de tout ce qu'on vient de dire. Ça, c'est déjà au niveau du design des éléments à mettre dans la toilette et dans la douche. Donc dans la douche, toilette ou la salle de bain. C'est des choses à faire lorsqu'on a les moyens de le faire. Mais lorsqu'on n'a pas les moyens essentiels, on se concentre sur les meilleures pratiques. Les meilleures pratiques, on a utilisé la toilette, on couvre, on recouvre la cuvette, on chasse et on privilégie un nettoyage minutieux. Le nettoyage, j'aime bien le dire, c'est le fait d'enlever de manière physique les matières organiques sur les surfaces en utilisant, n'est-ce pas, l'eau et le savon, mais aussi une friction. Donc, il y a une action mécanique pour permettre d'enlever autant que possible la matière organique sur ces surfaces. Une fois que cela a été fait, ça va permettre, n'est-ce pas, de libérer la surface pour qu'il y ait autant d'action ou le contact time, le temps de contact, pardon, du désinfectant et des surfaces pour que cela soit efficace et donc désinfecter la surface en utilisant le produit chimique, le désinfectant. On parle souvent du chlore, donc eau de Javel, à des concentrations différentes, 0,5%, 0,05%, etc. Mais pour le surface, 0,5%, c'est souvent déjà assez fort pour faire ce travail. Et vous avez d'autres désinfectants aussi. OK? Vous avez d'autres désinfectants. Vous avez, par exemple, le peroxyde d'hydrogène, pardon, le H2O2, ou l'eau hydrogénée que vous pouvez utiliser. Vous avez d'autres choses comme le NADCC, c'est une abréviation, les dichloroisocyanurate de sodium, souvent à 0,1% de chlore actif. Donc, vous avez 1000 ppm particules par million. Et vous avez l'acide peracétique que vous pouvez aussi utiliser, hein, qui peut vous aider à faire le même travail. Mais j'insiste vraiment sur le nettoyage qui doit être minutieux. Je vais devoir m'arrêter là pour qu'on réponde à d'autres questions rapidement. Il me reste moins de 10 minutes. Merci. Oui, merci beaucoup. Nous allons prendre rapidement, très rapidement, le collègue Joseph Ilanga et Valérie Chilombo. Le collègue Joseph Ilanga, à vous la parole pour poser la question et peut-être partager votre expérience par rapport à cette question qui a été posée dans l'avant-dernière diapositive. Merci. Ok, merci beaucoup. Vraiment, je suis tellement ravi et je remercie le professeur pour cette présentation tellement enrichissante et purement scientifique. Mais juste un éclaircissement par rapport, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas bien suivi, un éclaircissement par rapport à, considérant la notion de nuages d'aérosols et de réservoirs invisibles, dans le milieu où il n'y a pas de lumière ultraviolette, je prends l'exemple dans les maisons et consorts, comment pouvons-nous faire pour désinfecter en bonne et due forme l'air au niveau, donc d'une manière simple, méthode simple, comment pouvons-nous faire en dehors des milieux hospitaliers, comment pouvons-nous faire pour désinfecter l'air
en considérant les notions de nuages et des réservoirs invisibles? C'était ça, presque ma petite question. Oui, professeur, les éléments de réponse par rapport à cette question. Mais avant, peut-être que je vous accorde la parole, je voulais rappeler tout le monde qu'il y a le lien pour l'évaluation de la session d'aujourd'hui. N'oubliez pas de répondre aux différentes questions. Je viens encore de le partager à travers. Donc, le dernier message dans le chat box va vous conduire dans le questionnaire. Et donc, nous vous encourageons à renseigner les éléments pour nous permettre d'améliorer les sessions ultérieures. Oui, professeur Andy Boulaboula, vous la parole. Oui, merci au collègue qui a posé la question. Je pense que les éléments de réponse ont déjà été discutés ou alors été présentés. On n'a pas besoin toujours des lumières ultraviolettes, notamment dans les milieux à ressources limitées. La séquence veut qu'on soit d'abord bien renseigné, hein, sur les bonnes pratiques que je venais d'étaler. Donc, vous couvrez vos toilettes, vous chassez, et puis vous maximisez le nettoyage, eau et savon, et l'utilisation des désinfectants. En milieu hospitalier, nous recommandons maintenant un nettoyage plus fréquent que bicotidien. Ça doit être plus fréquent, surtout si la densité est grande, surtout si le nombre d'utilisateurs de ces toilettes est très grand. Si ce n'est pas des toilettes individuelles, évidemment, il faut multiplier le nombre, euh, donc il faut augmenter la fréquence des nettoyages. Et la fréquence des nettoyages, c'est donc en matière de ressources, ça va être plus lourd. Là encore, il faut contextualiser par rapport à vos ressources. L'idéal serait d'avoir une fréquence élevée de nettoyage et des produits plus efficaces. Pour ce qui concerne les réservoirs invisibles, notamment les biofilms, la littérature vous dira où on en trouve. C'est notamment dans les drains, c'est notamment dans les robinets, dans les drains au niveau de la cuve ou des l'évier qu'il faut parfois nettoyer. Ok, il y a des procédures spécifiques pour la destruction des biofilms qui, d'emblée, restent difficiles à évacuer. Ok. Donc voilà, ça pourrait faire un sujet entier d'une autre session où on pourra peut-être couvrir en détail ce qui est connu aujourd'hui sur la gestion des biofilms. Voilà. Ma réponse. Merci encore, cher professeur. Pour les collègues qui ont accès au chat box, il y a la référence qui a déjà été partagée. Nous allons la transférer aussi dans le groupe WhatsApp pour ceux qui n'ont pas eu la chance peut-être d'atteindre la session d'aujourd'hui. On pourra s'en servir utilement. Merci, professeur, pour les éléments de réponse. Docteur Valérie Chilombo, qui sera le dernier à poser la question. Vous avez la parole. Merci beaucoup et félicitations, professeur Andy, pour cette présentation ô combien importante pour nous. Je voulais tout de suite dire par rapport à la question que professeur Andy a posée, tout de suite, que déjà que la multidisciplinarité de la PCI n'est pas respectée, pour dire que nous avons besoin d'un comité où on a les logisticiens, on a les amis qui sont probablement architectes, qui peuvent faire partie. Quand je dis architecte, je parle de tout le monde qui est du côté maintenance, construction, ainsi de suite, dans ces comités, les environnementalistes, parce qu'on voit tout de suite que, tel qu'il a été dit, nous avons ces difficultés de pouvoir réaliser cette multidisciplinarité, que l'on voit qu'il y a un nuage qui a été produit et ce nuage est allé se déposer. Il ne va pas rester seulement dans les toilettes, hein. Il va pouvoir se promener parce que des aérosols au-delà de 2 mètres, ils vont pouvoir se propager et même les particules les plus lourdes, quand nous avons un environnement très chaud, ils sont en train de pouvoir diminuer de taille et devenir alors là, eux qui étaient des gouttelettes, hein, elles qui étaient des gouttelettes deviennent à ce moment-là des aérosols et peuvent en ce moment-là donc se propager. Donc, c'est une notion très importante qui nous demande, et ici, professeur euh, le nom j'ai perdu, du Sénégal, elle a demandé pour l'échantillonnage, comment est-ce qu'on pourrait faire, comme professeur Andy a dit, c'est très complexe, mais déjà sortons de la toilette elle-même, parce qu'on sait très bien que c'est parti ailleurs.
de l'une de l'autre façon. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres unités qu'il faille aller échantillonner. On va pouvoir regarder les surfaces, comme il a dit, qui sont les plus fréquemment touchées, celles-là qui sont les plus fréquemment sollicitées, les services éventuellement où on pourrait faire beaucoup d'actes qui entraîneraient des risques de propagation. On fait des intubations, on fait également des ventilations donc des patients avec du matériel qui permettrait de pouvoir prendre aussi dans l'environnement, mais pourquoi pas lorsque nous manipulons, parce que ça s'est déposé sur des surfaces. Donc, c'est des éléments très importants, tenir compte de la périodicité, de l'importance des services et des patients qui se retrouveraient là-dedans. Alors, professeur, si je dois aller pousser loin, ici, vous parlez tout de suite que, eh bien, même au niveau des toilettes, lorsque nous avons une fête, nous pouvons avoir quelqu'un, des personnes qui vont aux toilettes et puis qui reviennent là où on sert de la nourriture alors qu'elle a été proprement faite, mais on retrouve justement ces germes dans la nourriture et du coup, on a le food poisoning, on a une intoxication alimentaire qui serait liée pas à la cuisine, mais parce que ceux-là qui sont venus là-bas ont servi et ont mis quelque chose là-dedans. Donc, nous parlons ici maintenant de la cuisine. Que pensez-vous de la cuisine au niveau de nos structures où on est en train de donner de la nourriture et des chariots que l'on trimballe, on va avec de pavillon en pavillon en train de distribuer. Comment faut-il gérer tout cela? Parce qu'on voit tout de suite que tout le monde est à risque. Merci bien, professeur. Oui, Merci, merci, Valérie. docteur Valérie, pour l'intervention. Je présume que la main de Maïlout Ndiaye, notre collègue Maïlout Ndiaye, c'est une main juste qui est coincée dans l'air. C'est une ancienne main. Alors, professeur Andy Blaboula, à vous la parole pour les éléments de réponse. Merci, docteur Gaylor. Merci aussi au docteur Valérie pour les questions. Et j'ai toujours dit, on a toujours des très bonnes questions. Les réponses, c'est pas évident qu'on en ait. Mais sinon, on va y aller. Par rapport à toute cette chaîne, hein, moi j'appellerais ça même continuum, c'est finalement des services connectés, interconnectés. Il faut une bonne coordination. Tenez, lorsque vous avez des hôpitaux qui se respectent, qui ont des structures correctes, les cuisines sont très loin des salles des patients, sont très loin de là où se passe le travail de prise en charge des maladies, des prises en charge, pardon, des patients. Et donc, vous avez une structure qui en elle-même est une autre usine, loin, avec des éléments de biosécurité, des sécurités alimentaires, si je dois appeler ça comme ça, sécurité environnementale, appropriées à la cuisine, avec des prélèvements aussi et des études de manière répétée pour mettre en œuvre toute cette bonne pratique ou ce paquet de bonnes pratiques. Et donc ici, assurer que la nourriture est sûre et sécure. Alors, les pavillons qui sont loin de la cuisine, comment on transporterait ces nourritures vers le patient? Il y a tout un protocole pour ça. Aujourd'hui, je ne sais pas, je ne saurais pas le dire, je ne suis pas expert dans ce domaine-là, mais de manière générale, la culture générale, et c'est qu'on conseille. Ici au Canada, par exemple, vous avez tout un secteur des spécialistes en environnement qui, eux, ne font que ça, la sécurité des aliments. Donc, c'est un domaine à part. Mais puisque cela vient sur notre table aujourd'hui, voilà, je vais vous dire de manière vraiment générale, il faut respecter les mêmes choses. L'hygiène de main stricte, l'hygiène des surfaces stricte, avant, pendant et après la préparation des aliments et même la distribution. Parce que c'est lui qui sert la nourriture, si lui-même est porteur des germes dangereux qui sont déjà sur ses surfaces des mains, et l'autre pratique que je voulais décrire ici, c'est lorsqu'on voit une personne qui a mis des gants, une paire de gants à 8 heures du matin, c'est la même paire jusqu'à 18 heures, et elle est passée d'une salle à une autre, d'un chariot à un autre avec les mêmes gants. C'est mieux même de ne pas en avoir, parce que là, on est en train de déplacer les germes de plusieurs surfaces vers d'autres milieux. C'est une fausse sécurité en se disant qu'il y a utilisation des gants, mais il y a une mauvaise utilisation des gants.
et que l'utilisation des gants n'annule pas la bonne pratique de l'hygiène de main. Et lorsqu'on a des surfaces de main gluantes, il ne faut pas utiliser la friction alcoolique ou le gel hydroalcoolique. Il faut se laver les mains à l'eau et au savon. Parce que là, de manière évidente, il y a déjà de quoi retenir des matières organiques sur les surfaces de main et une multitude de germes. OK? Voilà, je crois que, docteur Valérie, c'est un devoir, on va aller tous lire sur ce secteur particulier de la nourriture, la distribution dans les hôpitaux, mais de manière générale, voilà ce que moi je pouvais brosser. Sur cette plateforme, il y a d'autres experts, peut-être qui ont plus d'éléments par rapport à cette question précise. Mais voilà, de manière générale, dans la discussion des comités, on a pu, voilà ce qu'on peut dire. Je ne suis pas expert dans ces secteurs-là, mais de manière générale, voici ce que moi je peux dire. Merci. Merci, professeur. Je ne sais pas si dans l'assemblée ou dans la salle, il y a des gens qui ont des ajouts ou commentaires par rapport à cette question de docteur Valérie. Mais avant peut-être qu'on accorde la parole à quelqu'un d'autre, je voulais vérifier avec le collègue Maïlou Ndiaye si sa main est coincée ou bien il a une question. Prière répondre par oui ou non, que la main euh, est coincée, comme je le disais. Cher collègue Maïlou Ndiaye, êtes-vous là? Alors, qui ne dit mot consent, je pense que je présume que la question, la main de notre collègue est restée coincée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un ajout par rapport à cette dernière question importante du docteur Valérie Chilombo? Oui, je trouve qu'il n'y a pas personne, il y a personne pour se prononcer quant à ce. Alors, je vais devoir dire encore un grand merci. Oui, docteur Valérie Je- Chilombo? J'avais une main. J'avais une main. C'est Oui, pas oui, oui. oh, Oui, cher collègue Mathias. Mathias. Cher collègue Mathias. Excusez-moi, Mais, je n'avais pas remarqué votre main. oui, oui. Allez-y, allez-y. Merci beaucoup au professeur Andy Boulaboula pour son exposé. Et merci aussi à tous les collègues. Je voudrais revenir tout petit peu par rapport à la préoccupation et là, en même temps la question du docteur Valérie Chilombo Kazadi. En fait, vous savez, tous ces systèmes-là, prenons la cuisine, prenons les gens qui travaillent dans la bianderie. Tout ce monde-là mérite quand même des recyclages et des formations d'information par rapport aux mesures de PCI, par rapport aux mesures de l'hygiène alimentaire et autres. Qu'est-ce qui se passe dans nos systèmes? On peut engager des gens, mais ces gens qui sont engagés, on leur donne leur job description au niveau de la cuisine et ce qu'ils feront pour la nourriture des malades. Mais ces gens-là ne sont pas formés, ne sont pas formés. Ils travaillent dans quelle structure, dans quel état, comment ils doivent s'y prendre pour se protéger d'abord comme agents et pour protéger les malades qui sont les bénéficiaires de la nourriture. Et donc, ça, c'est une question importante que je demanderai dans notre auditoire aux collègues, à quelqu'un qui pourrait développer ça pour nous faire une présentation documentée. Merci. Oui, merci beaucoup, cher collègue Mathias Marabou, de nous avoir rappelé que la PCI, c'est en fait une, un aspect qui nous concerne, nous tous. Merci de nous avoir sensibilisés et j'espère qu'on va mettre en pratique votre proposition, votre idée. Alors, comme il n'y a plus de questions, merci au professeur Andy Boulaboula pour la disponibilité ainsi que pour la présentation qui était trop riche. Et merci à tous les participants, surtout pour votre attention durant toute
la session. À présent, je vais devoir remettre la parole au professeur Ali Boulaboula, que j'ai vu à un moment dans la salle. Je pense il est toujours avec nous, à qui d'ailleurs je souhaite la bienvenue parce que ça faisait longtemps. Professeur Ali Boulaboula, je vous remets la parole pour dire un mot au nom de ECO PCI. Merci beaucoup au docteur Guélor et merci aussi au prof Andy, à tous les collègues qui sont sur place, à tous les participants. Et je vous remercie pour le soutien que vous apportez à ICPCI. Chaque vendredi, vous êtes là. Tous vos apports, tous les souhaits que vous émettez et surtout des propositions édifiantes pour la bonne conduite de l'ICPCI et WASH. Je souhaite que les uns des autres, nous puissions continuer sur la même lancée pour que nous nous retrouvions encore l'année prochaine. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Au revoir, professeur. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci à tous. Au revoir, merci. Au revoir, docteur. Au revoir et merci à tous.